Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet entretien, le dernier de la saison 2 d'Avis désastreux, où j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup deux programmateurs de la Cinémathèque de Toulouse, à savoir Frédéric Thibault et Franck Lubé. Alors cet entretien sert d'épisode filler, si je puis dire, entre nos deux épisodes autour du cinéma plein air de la Cinémathèque, et comme vous avez pu le remarquer, c'est aussi ce qui va servir d'épisode de mi-juillet parce que finalement on n'a pas enregistré des épisodes en fonction d'agenda et disponibilité, etc., etc. Donc voilà, c'est cette très longue interview, ce très long entretien que j'ai pu mener du coup à la Cinémathèque de Toulouse, où du coup je reviens avec ces deux programmateurs sur leur cinéphilie, comment ils ont pu la reconstruire, ce qui est être programmateur à la Cinémathèque de Toulouse avec du coup les contraintes, comment on construit une programmation, un cycle. Ils vont rentrer en détail là-dessus, et aussi toute une discussion autour de la projection argentique, projection numérique, les limites des uns et des autres, etc., etc. Voilà, je suis très content. L'interview, je pensais absolument pas qu'elle allait durer 1h20, comme vous pouvez le constater. Je remercie vraiment deux programmateurs de cette prêtée au jeu, d'avoir été généreux dans leurs réponses. Et je remercie aussi Clarisse Rapp qui a permis à ce que cette rencontre puisse se faire, et la Cinémathèque de Toulouse de manière générale, déjà pour leur programmation et aussi pour les échanges qu'on a depuis désormais quelques mois. Voilà, j'espère que cet entretien vous plaira. Il sera aussi passionnant à écouter que comme j'ai pu être en tant qu'auditeur et aussi du coup meneur d'interview. Je vous souhaite du coup une bonne écoute, et nous on se retrouve d'ici 1 ou 2 semaines pour la fin de la saison avec la programmation du mois d'août du cinéma plein air de la Cinémathèque. Salut! Bonjour Frédéric Thibault et bonjour Franck Lubé. Bonjour. Merci beaucoup pour l'accueil que vous me faites à la Cinémathèque de Toulouse, pour cette interview autour de ce qu'est être un programmateur à la Cinémathèque de Toulouse. Pour cette interview, j'ai des questions. Alors, il y en a une première, celle assez basique. Elle va vous correspondre tous les deux. C'est tout d'abord, d'où vous vient ce rapport au cinéma? Alors, Frédéric, vous, je sais que ça vient très tôt dans les salles et même les vidéoclubs. Oui, je suis plutôt jeune, oui, j'ai connu cette période bénie, enfin bénie entre guillemets d'ailleurs, des vidéoclubs. Donc déjà je précise qu'il y avait quand même beaucoup plus de salles qu'aujourd'hui, déjà, de cinéma. Et que dans les années 80, c'est venu début, milieu des années 80, il y a eu cette explosion des vidéoclubs. Ok, oui. Qui a été quelque chose puisque ça a fait trembler les piliers de la cinéphilie. Donc il y avait, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de salles, mais il y avait aussi par exemple beaucoup de salles, là je parle de Toulouse, mais si je prends Paris par exemple, alors à Paris c'était la folie des salles de cinéma. Et il y avait une espèce si je peux dire, de cinéphilie, on va dire, parisienne, qui étaient un peu les grands dépositaires du savoir. Et en fait, les vidéoclubs, ça a fait voler tout ça en éclats. C'est-à-dire qu'on avait accès aux films. Enfin, on avait un autre accès aux films. On avait déjà accès aux films de par les salles, et avec l'explosion des vidéoclubs, on a eu encore plus de films. Ça correspond au moment où les VHS sont arrivés. Les Ouais. VHS, c'est années 80 aussi, c'est Ouais, ça? c'est ça, c'est les VHS. Hein. Enfin, il y avait d'autres formats, mais basiquement, c'est la VHS qui l'a emporté. Et donc, on a eu accès à énormément de films, chose qu'on n'avait pas avant, en fait, puisque avant, tout simplement, il fallait se déplacer. Donc, il fallait se déplacer en festival. C'était pas évident. Quand on était, moi par exemple, j'étais ado, c'était pas du tout évident. Donc, il y a eu cette masse de films qui est arrivée, et on a pu voir ces films-là et quelque part les rejuger. Les juger sous un autre prisme, ou découvrir un tout autre cinéma auquel on n'avait pas accès. Parce que ça aussi, notamment sur des films obscurs, des petites séries B, des choses comme ça, voire même même sur le cinéma d'auteur, il y a eu énormément de choses qui sont arrivées. Donc il y a eu tout ce brassage, ça a permis de rejuger les films, mais après, moi, il y a aussi quelque chose que je veux signaler par rapport, par exemple, à l'explosion des vidéoclubs et de la VHS. En fait, c'est là où est venue véritablement la commercialisation, en fait, du cinéma, là aussi, entre guillemets. Ce qui est tout à fait logique, de par cette masse de choses qui est arrivée. Donc il y a eu effectivement ce côté qui était bien
de se dire on a accès aux films, on va pouvoir les juger ou les rejuger, et il n'y aura plus les grands dépositaires de cette cinéphilie qui était très, très, très officielle. Il va y avoir une nouvelle génération qui va arriver, mais le pendant de tout ça, en fait, c'est cette commercialisation à outrance en fait, qu'il y a eu à l'époque de la VHS. Et qui existe encore aujourd'hui via plateforme, VOD. Par commercialisation, vous entendez du coup, un marché, la naissance d'un véritable marché. Okay. Avant, il y avait d'un côté, il y avait quelque part la sacralisation de la salle de cinéma, c'est-à-dire que même s'il y avait le bordel dans certaines salles, c'était quand même quelque chose de sacré, la salle. Et du coup, la VHS et le fait de pouvoir voir les films à la maison, chez soi, sur une télévision, en fait, ça a désacralisé ce côté salle de cinéma, et c'est encore une fois cette masse de films, c'est du commerce. Et de pouvoir revoir les films. Ça après oui, parce que c'est ça aussi, parce qu'avant les films ils se voyaient en salle, et il pouvait y avoir des reprises ou des ressorties, mais c'était en salle. C'est vrai que quand la VHS est arrivée, du coup, on a pu voir des films, découvrir des films du passé que sinon on pouvait pas voir autrement qu'en salle. Ça a été là il y a eu un vrai point de bascule. Sinon, il fallait aller, soit il pouvait y avoir des ressorties, soit c'était dans les cinémathèques pour voir des films, je veux dire vraiment des films anciens. Enfin, quand je dirais des films anciens, c'est-à-dire des films qui sont plus à l'affiche, quoi, qui peuvent avoir 6 mois, 1 an, et puis qui peuvent disparaître, quoi. Et la télévision, par exemple, ça n'a pas été, ça a été formateur dans votre cinéphilie moi, la télévision, pour moi, parce que du coup, je suis un peu plus jeune que Fred. Moi, en fait, c'est la télévision, quoi, qui m'a amené avant de m'amener au cinéma, en fait, qui m'a amené au film, à regarder des films. Et c'était surtout la télévision. Après, moi, j'étais dans un bled, donc le premier cinéma, il était à 40 km de chez moi. Donc, en fait, on n'allait pas au cinéma. Moi, en fait, je suis allé au cinéma en vrai quand j'étais en terminale, quoi. Le premier des potes qui a eu le permis, et du coup, on faisait des virées le samedi, on allait au cinéma, donc à 40 km, quoi, dans la ville. C'était un peu ça. Et donc, la télévision, pour moi, était hyper importante. Vidéoclub aussi. Parce que quand même il y avait un vidéoclub, il n'y avait pas de Cinoche, mais il y avait un vidéoclub dans la ville où j'étais au lycée, et là c'était plutôt c'était les films d'horreur. En fait pareil, ça pouvait être le vendredi ou le samedi, avec les potes, on allait au vidéoclub, on prenait des films, on prenait des cassettes, et puis on se faisait des soirées, on se faisait 2-3 films d'horreur le soir, chez l'un ou chez l'autre, quoi. Ouais, c'était un peu ça, ouais. on se faisait ça, mais c'était plutôt c'est toujours plutôt horreur ou un peu truc un peu blockbuster, peut-être qui n'était pas passé sur Canal, parce que déjà il y avait Canal, en fait, et Canal a été hyper important. Canal, c'est années 90, c'est milieu 90. C'est 80, hein, c'est milieu des années 80, en fait. Ouais, je crois que c'est 86. C'est milieu des années 80. Après, ça a pris un tournant dans les années 90. Moi, je me rappelle, il y avait une émission qui était hyper importante. Enfin, pour moi, une émission. Oui, c'était une sorte de vidéoclub, en fait, de ciné-club. C'était Boukrieff. Et c'était Boukrieff, en fait, qui, je sais plus comment ça s'appelle, et qui présentait des films. C'est comme ça que j'ai découvert Lars von Trier, par exemple, quoi. Et là, la VHS avait aussi un autre impact, c'est-à-dire que c'était pas la VHS du vidéoclub, c'était le magnétoscope à la maison, et donc en fait on enregistrait des films, et on se passait les films où on les regardait ensemble, où on se passait les cassettes, et tiens, j'ai vu tel truc, et voilà, et on pouvait se passer. Mais moi, à la base, je me suis jamais posé la question, genre la cinéphilie ou pas la cinéphilie. C'était juste, je regardais des films. Genre, moi, le premier truc, ça commençait, gamin, ado, c'est les Schwarzy, les Stallone. En fait, c'était tout ça, quoi. Qu'on regardait et dont on parlait le lendemain au bahut, quoi. Quand on était au collège, qui était pro Stallone ou pro Schwarzenegger. À la base, c'est quand même ça. Et on se posait pas la question. C'était juste, on regardait des films. Et puis après, je sais pas après comment ça se passe exactement, mais peut-être il y a un moment où on a envie peut-être d'en voir un peu plus. On se pose pas la question de j'aime le cinéma ou j'aime regarder des films. Je sais pas, c'est juste c'est comme ça, en fait. Ça se fait comme ça, quoi. Moi personnellement, le questionnement de la cinéphilie, c'est en arrivant d'abord en tant que spectateur et en fréquentant la cinémathèque, et après en rentrant à la cinémathèque, où là ça a complètement changé mon rapport au cinéma.
Justement, on va parler de cette arrivée à la Cinémathèque, mais juste avant, vous, Frédéric, très tôt, très vite, vous allez tenir ce qu'on appelle les faubourgs du cinéma. Alors, ça consistait en quoi Alors, les faubourgs du cinéma, alors, c'était une case de programmation de la Cinémathèque qui a fait... Ah, c'était avec la Cinémathèque? Ouais, bien sûr. C'était à la Cinémathèque et à la avec, Cinémathèque. D'accord, ok. Ouais. Qui a tenu, je crois que la première séance des faubourgs, c'était quelque chose qui était irrégulier au départ et qui s'est hebdomarisé, si je peux dire, je ne sais pas si ça existe, donc toutes les semaines, hebdomadarisé, je ne sais pas, comment on pourrait dire ça, tiens, faut que j'invente ce mot, mais... donc qui était toutes les semaines. Alors en fait, moi je ne suis pas à l'origine des faubourgs du cinéma, c'était deux personnes qui étaient bénévoles à la Cinémathèque, qui était Franck Priot et Alex Masson, qui avaient eu cette idée de monter une case de programmation qui, à la base, concernait le cinéma de genre, mais c'était aussi pour montrer des choses un petit peu différentes. La première séance, c'était à la sortie de Jurassic Park en 92. Alors, il faudrait retrouver le mois de sortie et on retrouverait la première séance des Faubourgs, où ils avaient en fait décidé de montrer un film muet d'ailleurs, qui est Le Monde perdu. Ah bah oui, bien sûr. De Harry Hoyt, voilà, avec les premiers effets spéciaux animés image par image là, de Willis O'Brien. Ça a été la première séance des Faubourgs. Donc ils se sont aventurés sur ce terrain. Je précise qu'à l'époque, c'était cinéma de genre, on n'avait pas... pignon sur rue. N'avait pas pignon sur rue, n'avait pas cette voix dans les cinémathèques. Voilà, qui avait... qui faisaient d'ailleurs très bien leur travail, même à l'époque, hein, mais qui étaient, on va dire, plus tournés vers des... plus classiques, plus vers des auteurs connus, voilà, des choses comme ça. La grande histoire du cinéma, quoi. La grande histoire du cinéma, exactement. On va dire ça exactement. Avec un grand H, quoi. Le terme est parfait, quoi. Donc ces deux personnes, en fait, m'ont contacté. Moi, je ne travaillais pas du tout à la Cinémathèque à l'époque. Mais par contre, je regardais beaucoup de films, et notamment beaucoup de films de genre. Ils m'ont contacté pour me dire, bah, écoute, viens voir, peut-être qu'il y a des choses que tu pourras repérer, en fait, dans le catalogue de la Cinémathèque. Est-ce que c'était au moment où vous étiez journaliste chez Mad Movies? Ça, c'est après. C'était après, d'accord. Ça, c'est venu bien après. D'accord. Je crois, hein. Je ne sais pas si j'écrivais déjà à l'époque. Non, c'est après. C'est bien après, je pense. Donc ils m'ont appelé, donc j'ai regardé, en fait, on a regardé dans le catalogue. C'était une époque où la Cinémathèque de Toulouse acceptait des bénévoles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que c'est trop compliqué. Voilà, c'est trop compliqué à gérer. Ouais. Donc j'ai regardé et puis j'ai dit, bah oui, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et effectivement, il y avait beaucoup de films. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que c'est des films des collections de la Cinémathèque. C'est-à-dire que Fred, Alex, vous prenez pas de films à l'extérieur. Et d'autres, parce qu'il y en avait d'autres qui... C'était une espèce de constellation comme ça, là, de cinéphages, j'ai envie de dire. Et du coup, et en fait, vous visionniez à la Cinémathèque, dans les locaux de la Cinémathèque. À l'époque, c'était à Bonnefoy, et donc c'était des films issus des collections, et donc c'était des séances qui étaient montées comme ça. Soit il y avait une programmation plus ou moins thématique, il pouvait y avoir comme ça une idée, et sinon c'était des trucs complètement ouverts. Et c'était le samedi soir à 22h30. C'était assez, ouais. Pardon, c'est devenu après, c'était un peu anarchique des fois. Mais c'est vrai que des fois il y avait des idées, il y avait des lignes, puis les lignes se perdaient. Voilà, mais c'est rapidement devenu quelque chose en fait qui a échappé finalement au cinéma de genre, et heureusement, et en fait qui s'est tourné vers tout ce qu'on jugeait bon d'être montré. C'est-à-dire qu'il y a eu, on a projeté des films expérimentaux, on a projeté vraiment des obscurités complètement inclassables. Enfin voilà. Des cériales, quoi. Je me rappelle à un moment où il y a les Zorro, tu sais, je sais plus comment ça s'appelait, une espèce de gang de Zorro, quoi. On a projeté et c'était un cérial. Je me rappelle pas le titre de ce truc, que j'ai vu moi ici là le samedi soir. Et est-ce que ça a servi de base pour créer l'extrême cinéma du coup? Oui, ça complètement. Mais c'est toujours ces deux mêmes personnes, donc Alex Masson et Franck Priot, qui à un moment donné se sont dit, tiens, est-ce que ce serait pas bien en fait de faire comme un best-of de ce qui avait été montré au Faubourg du cinéma pendant des années, et
de créer un festival, tout simplement. Voilà. Et, toujours en lien avec la Cinémathèque. Toujours en lien avec la Cinémathèque. C'est avec les moyens de la Cinémathèque, à la Cinémathèque, mais programmé par des gens extérieurs à la Cinémathèque. Okay. Voilà. Au début, Extrême, il y avait les Faubourgs continués, il y avait les Faubourgs et Extrême Cinéma, quoi, qui était le côté festif, on va dire. Okay. Les deux étaient concomitants, en fait. Quoi. Pendant très peu de temps, hein, mais ça a été, voilà, les deux vivaient en parallèle. Et moi, je me rappelle de la première édition en fait d'Extrême Cinéma. Moi, j'étais là juste, j'ai indiqué quelques titres à l'époque, déjà parce que j'avais un autre travail, donc je pouvais pas être là tout le temps, même pendant le festival. Et puis, c'est avéré donc que ces deux personnes, pour des raisons professionnelles, ont dû quitter Toulouse. Et donc, il est resté cet Extrême Cinéma, voilà. Et moi, je me suis dit, c'est dommage de laisser mourir le bébé, quoi. On va essayer de continuer, voilà. Et donc là, pour aller vite, c'est à ce moment-là que Franck est arrivé donc à la Cinémathèque. Et moi, je pars du principe que j'aime pas travailler tout seul. On tourne très vite en rond en fait quand on travaille tout seul, et en fait comme on était de deux écoles de cinéphilie différentes, c'est toujours intéressant de confronter les points de vue, et c'est pour ça que j'ai proposé à Franck de participer à la prog de l'Extrême Cinéma. Mais on avait déjà commencé même sur les Faubourgs, hein. On commençait en fait les Faubourgs, on faisait les Faubourgs ensemble, parce que je pense à Alex et Franck qui étaient déjà plus ou moins partis. Et du coup, on faisait la prog des Faubourgs, et puis après Extrême, on a vraiment pris à tous les deux après, quoi. Franck, on va revenir aussi sur votre parcours. Vous avez dit que c'est à force de fréquenter la Cinémathèque que vous êtes devenu programmateur. Comment ça s'est fait Ah non, c'est même pas à force, c'est juste non, c'est un accident de vie en fait, quoi. D'accord. Pour aller vite, moi j'ai fait des études de lettres. Okay. À un moment donné, je me suis rendu compte que les études de lettres, ça me mènerait plutôt à l'enseignement. J'avais pas du tout envie d'enseigner, c'était pas du tout mon truc. Et je me suis retrouvé à un moment où je me posais la question, qu'est-ce que je fais, quoi. Et en fait, c'est un pote du lycée, un vieux pote qui était déjà sur Toulouse et qui faisait l'ENSAV, l'école de cinéma ici, et qui m'a dit, bah attends, t'adores le cinéma et tout, mais fais l'école, viens faire des films. Et donc là, j'ai hésité un peu, et puis je me suis dit, bah, tu sais quoi, mon gars, c'est maintenant ou jamais, quoi, tu le feras pas quand tu auras 30 ans, quoi. Du coup, j'ai tout quitté, je suis venu, j'ai tenté le concours, parce qu'il y a un concours d'entrée pour entrer à l'école, donc je me suis ramassé, j'ai pas été pris. Et à l'époque, il y avait encore le service militaire obligatoire. Et en fait, j'avais toujours un sursis parce que j'étais étudiant. Et là, je me retrouvais à Toulouse, j'avais rien du tout. J'avais pas envie de faire l'armée. Je me suis inscrit à l'arrache au Mirail pour avoir un statut, on va dire. Et là, j'ai commencé à fréquenter vraiment assidûment la Cinémathèque. Et donc, à l'époque, la Cinémathèque prenait des objecteurs de conscience pour écrire les programmes. D'accord. Objecteur de conscience, c'est quand on refuse de porter les armes, de tenir les armes et de faire le service militaire. Mon grand-père l'a été. Comme je fréquentais la Cinémathèque, je connaissais des gens, je sais pas, avec Fred, je suis pas sûr qu'on se fût déjà rencontrés en fait, en vrai. Je crois qu'on s'est rencontrés après quand j'étais vraiment objecteur. Je crois. Mais je connaissais Nicolas Azalbert, qui était, bon bref, c'est des réseaux comme ça, qui était lui très impliqué à la Cinémathèque et qui me disait que la Cinémathèque recrutait en fait un objecteur. Et du coup, j'ai postulé, on était plusieurs, etc. Donc là, j'ai été pris et donc j'ai fait une objection de conscience. Donc c'était 20 mois à l'époque. Je crois que ça s'est bien passé déjà au départ, entre la Cinémathèque et moi et la Cinémathèque. Et Chirac, en fait, a eu la bonne idée d'abolir le service militaire obligatoire. Et donc, à ce moment-là, Pierre Cadars, qui dirigeait la Cinémathèque à l'époque, m'a proposé un contrat. Et donc, moi, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, bah, ok, je vais faire... Pour moi, la Cinémathèque, ça a été une vraie école du cinéma, quoi, pour le coup. Ce que j'ai pas eu, du coup, l'entrée que j'ai pas eu à l'ENSAV, en fait, je l'avais ici parce que j'étais là tout le temps, je voyais plein de films, je découvrais plein de choses, et puis tu revois les films... il y a la bibliothèque, donc tu fais des recherches. C'était vraiment c'était hyper riche. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça encore quelques années, et puis on verra après. Et donc, ça, c'était en 99, tu vois. Et, donc, là, je suis toujours là, quoi.
en fait. Mais c'est comme ça, quoi. Après, c'est des choses après, c'est comme ça se fait dans la vie, quoi. Mais jamais, enfin, je sais pas toi, Fred, mais moi, si tu veux, jamais j'ai pensé un jour, je me suis dit, je travaillerai dans une cinémathèque et je serai programmateur tu vois, de cinémathèque à la Cinémathèque de Toulouse. Déjà, quand je suis arrivé comme objecteur, mais j'étais j'étais complètement fou en fait, quoi. J'étais là, j'y croyais pas. C'était comme un rêve d'être là au milieu dans ce bouillon de culture véritable. Mais c'était même pas. Quand je dis un rêve, c'est même pas un rêve parce qu'en fait, c'était même insoupçonnable, quoi. Je pensais même pas que ça puisse être possible, en fait. Bon, voilà. C'est vraiment, là, c'est une question de hasard, quoi. Et après, le rapport à la cinéphilie, à la programmation, etc. Mais Fred pourra, je pense, corroborer. Après, c'est à la cinémathèque, quoi. Je veux dire, nous sommes les enfants, je pense qu'on peut le dire tous les deux, nous sommes les enfants de la Cinémathèque de Toulouse, parce qu'on a toujours été là, on a été formés, c'est Pierre Cadars, c'est Jean-Paul Gors qui était là à l'époque, c'est Guy aussi, et en fait c'est les anciens, quoi, qui étaient là, et qui nous ont appris le métier, parce qu'en fait il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'études, on fait pas d'études pour être programmateur en cinémathèque, en fait ça se fait sur le tas, quoi. Le seul truc c'est que en fait on regarde des films, quoi. On regarde des films, mais nous on a une façon, je pense, de regarder qui est, je pense, qui est intimement liée à la Cinémathèque de Toulouse. C'est pas la même façon de programmer à la Cinémathèque française, par exemple, quoi. Même s'il y a des choses qui peuvent se recouper, mais on est le fruit de ce lieu et des anciens, quoi. Ça me permet de faire une transition, parce que là, du coup, on arrive au stade où est-ce que vous êtes programmateur. Est-ce que pour vous, c'est une sorte de continuité de ce que vous voyiez quand vous étiez au vidéoclub, à la télévision? Est-ce que, du coup, vous étiez au vidéoclub, est-ce que vous étiez conseillé par du coup le vendeur qui vous recommandait des petites pépites qu'il avait vues? Et donc du coup, est-ce qu'en tant que programmateur, vous aviez le même rôle ou c'est encore différent? Déjà, les vidéoclubs, pour revenir à ça, il y avait effectivement des vidéoclubs où il y avait des gens qui conseillaient, mais après il y avait des vidéoclubs où les gens ne conseillaient pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai souvent cette image, c'est pour ça. En général, c'était plutôt, on y allait parce qu'on parlait des trucs entre nous, entre potes, quoi, et on disait j'ai entendu parler de ce film et tout, et donc on allait chercher un truc, quoi. Et puis surtout après il y avait les jaquettes. Oui, il y avait les jaquettes. Après c'est la jaquette, quoi. Donc en fait tu choisis des films sur la jaquette et tu vois un peu et l'accroche, quoi. Puis il y avait des vidéoclubs qui rangeaient. Il y avait des vidéoclubs qui étaient déjà presque des on va dire des petites cinémathèques à la maison. Il y en a eu par exemple. Ou même, je sais pas, en général c'était classé par genre, ce qui est normal, mais à l'intérieur des genres, c'était classé par réalisateur ou par mouvement, quelquefois. J'ai vu des vidéoclubs, moi, voilà, avec par exemple des giallos, voilà, qui alignaient des giallos comme ça, qui alignaient les slashers. On passait au rayon cinéma d'auteur, il y avait Truffaut, il y avait Godard, il y avait Ford, il y avait Hawks. Donc il y avait des choses déjà qui étaient déjà rangé, quoi. Après, est-ce que c'est un héritage? Oui, ça sert toujours. Moi, je pense que ça sert, évidemment. Et surtout, ce que vous dites, c'est vraiment sur le tas, en étant à la Cinémathèque, que vous êtes formé et qui est venu un petit peu Moi, le truc qui a été hyper important, c'est que quand je suis arrivé donc à la Cinémathèque, je sais pas, je dois avoir 23, 24, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là, bref. À ce moment-là, moi, j'étais... ce que je disais, c'est que quand j'étais gamin, quand j'étais ado, je bouffais les films et plutôt des trucs mainstream, voilà, tout va. Quand je suis arrivé au lycée, il y avait un peu cinéma de genre, mais en fait là j'avais basculé sur tout ce qui était cinéma d'auteur. Et quand je suis arrivé à la Cinémathèque, j'étais assez, j'avais un côté un peu ayatollah, Spielberg c'est de la merde, il est vendu, tu vois, il est vendu au grand capital, c'est du commercial, etc. J'étais plutôt dans des veines plutôt auteur, et donc avec un avis très arrêté, comme on peut être jeune con à 20 ans, quoi, tu vois. Oui, et ce qui est normal, quoi, tu vois, tu as l'impression que tu sais tout et surtout tu es radical, quoi. Et je suis arrivé à la Cinémathèque et là je me rappelle que là en fait ce que j'ai découvert, et
c'était Jean-Paul, et parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est l'esprit cinémathèque, et qui a dit non, il y aurait pas un bon et un mauvais cinéma, il y a le cinéma, pour ne pas dire il y a les cinémas. Et quand on est à la cinémathèque, on s'intéresse à tous les cinémas, à tous les films, et la question c'est juste comment on regarde. Et en fait, ce que moi j'ai appris directement, en fait, c'est à regarder des films, quoi. Et là, du coup, tu revois des choses, et tu peux regarder un blockbuster, ou tu peux regarder un film acide, y prendre le même plaisir, sauf que tu mets pas le curseur au même niveau, quoi. Tu peux comparer, mais c'est pas forcément comparable, et en fait, on apprécie tout, quoi. On a un large éventail. Je crois que c'est juste, on a après un appétit de film et de tout prendre. Et moi, la cinémathèque, ce qu'elle m'a appris, vraiment, vraiment là où c'est très formateur, c'est ça, quoi. C'est d'abord regarder les films, regarder comment c'est fait, etc. Et pour juger, mais sans forcément chercher à démonter ou c'est-à-dire être beaucoup plus souple et accepter beaucoup plus de porosité en fait dans ta cinéphilie. Je pense que, moi, c'est ça que ça m'a appris. Après, c'est des trucs, moi aussi, je pense, par exemple, je pense à quelque chose, mais après, ça, c'est des questions de curiosité, je pense qu'il faut être curieux. Mais ça s'apprend pas, par exemple. Bah non, ça, c'est... La curiosité, ça s'apprend pas, mais moi, par exemple, moi, j'ai toujours cet exemple qui me vient en tête, c'est pour le plein air, là, on a passé pour une poignée de dollars, ouais. Par exemple. Mais quand on apprend que pour une poignée de dollars est un remake d'un film japonais qui s'appelle Yojimbo de Kurosawa, il y a deux solutions. Soit on se dit c'est un remake d'un film japonais, oui, ok, d'accord, j'aime bien pour une poignée de dollars. Soit on se pose la question, effectivement, qu'est-ce que c'est que Yojimbo? Voilà, moi c'est comme ça que j'ai découvert Yojimbo. C'est le premier Kurosawa que j'ai vu parce que c'était un remake de Pour une poignée de dollars. C'était pas Kurosawa, moi, que j'avais mis en tête de pont, c'était Sergio Leone, mais qui du coup m'a amené vers Kurosawa. Ouais, c'est comme ça que la cinéphilie de beaucoup se construit, c'est du coup de qui l'a inspiré. C'est exactement ça, de qui a inspiré, ça peut être juste une influence, ou quelqu'un par exemple va te dire tiens, ce film-là il est influencé par tel autre, etc. Mais c'est la curiosité d'aller vers cette autre chose plutôt que de s'arrêter tout simplement au film qu'on a sous les yeux. C'est un peu la même chose qu'avec la musique. En fait, oui, c'est pareil, c'est exactement avec la musique. Tu vois, à un moment donné, t'écoutes un groupe, tu dis waouh, c'est vachement bien ce son, et puis à un moment donné où il y a quelqu'un où tu dis des choses et tu dis tiens, mais il y a eu telle inspiration, et donc en fait tu remontes comme ça aussi dans le temps, dans les racines, quoi, chercher toujours les racines. Mais pour prendre un exemple présent, c'est ce que vous avez fait avec le cycle Howard Hawks et John Carpenter. Ouais, ça c'est oui. C'est son inspiration, son maître, et on peut retrouver des similitudes entre leurs deux cinémas. Ouais, tout à fait. C'est exactement le principe. C'est exactement ça en fait. Moi je pense toujours à ça. Je pense qu'une chose en entraîne une autre, forcément. Et qu'il ne faut jamais s'arrêter devant le mur, en fait. Là, on parle beaucoup d'être programmateur à la Cinémathèque, alors surtout de la Cinémathèque de Toulouse. Ça serait quoi la différence entre un programmateur de salle classique, on va dire, donc que ce soit cinéma indépendant ou du coup un multiplex, et programmateur à la Cinémathèque de Toulouse? Elle est magistrale, en fait. Oui, justement. La différence. C'est-à-dire que c'est le même mot, programmateur, sauf qu'une salle commerciale, ça veut dire art et essai ou multiplex, en fait, ils travaillent sur l'actualité. Donc, c'est des films qui sortent le mercredi. C'est ce qu'on appelle les films frais, quoi, nouveaux films. Donc, en fait, ils font leur marché. Ils choisissent des films qui sortent en salle, à un moment donné. Et donc, ils font avec ce qui est là, en fait, quoi, avec le cinéma qui se fait à ce moment-là. La différence, c'est que nous, à la Cinémathèque, on est une salle non commerciale, ce qui fait qu'on ne peut pas montrer des nouveautés. Il faut 6 mois, il y a la chronologie des médias, donc nous, on est impacté. Vous êtes à la chronologie des médias? Ouais, absolument. Un film, tant qu'il est, on va dire, commercial, tant qu'il est à l'affiche, nous, on ne peut pas le montrer, quoi. On peut le montrer que 6 mois après sa sortie. Je croyais que c'était plus. Non. Mais par contre, après, une cinémathèque, elle a
tout le reste de l'histoire du cinéma derrière en fait quoi. Et donc on travaille plutôt sur à partir et avec des films passés. Et la différence avec la grande différence pour moi entre programmateur de cinémathèque et programmateur de salle commerciale, c'est-à-dire que une salle commerciale en fait tu prends ce qu'il y a quoi. Donc tu vas faire un choix entre, je sais pas, un film indépendant, un film d'action, un film romantique, j'en sais rien, tu vois, une comédie, de ce qui se fait à ce moment-là. Nous, en fait, du coup, on travaille, c'est un vrai travail de programmation, c'est-à-dire qu'on va prendre soit un genre, soit une thématique, soit un cinéaste ou une cinéaste, ou un courant cinématographique, et on va construire une programmation à partir de ce sujet, appelons ça un sujet, et donc de trouver des films et construire quelque chose qui se réponde, qui pourrait dire quelque chose de l'œuvre, du genre, du cinéma, qui n'est pas la vérité, mais qui est une vérité au moment où on construit cette programmation. Donc il y a un vrai travail de réflexion, de prospection, et donc de proposition à l'arrivée. La différence, elle est vraiment, c'est majeur. Ouais. Elle est vraiment là, et elle est, du coup, ça n'a absolument rien à voir en fait quoi. Justement, je me servais de cette question pour amener la question sur les cycles et télématiques. Bon, vous étiez en train d'y répondre. Il y a une autre question, il y a une question que je me pose souvent en tant que, là c'est purement en tant que spectateur de la cinémathèque, c'est est-ce que des fois il y a des moments où au niveau de la programmation vous essayez de trouver des résonances avec l'actualité. Là vous disiez c'est la vérité, mais est-ce que vous dites tiens là ça va correspondre quand je sais pas au mois de mars il va y avoir tel festival, il va y avoir telle chose qui va se passer, ça serait bien de mettre tel film, tel cinéaste ou cycle. Je sais pas, peut-être inconsciemment quelquefois. Mais c'est surtout en fait une pure liberté de tiens on va prendre cette thématique, cette... Non, peut-être inconsciemment quelquefois, mais je crois pas que c'est pensé. On se dit pas bon il y a ça qui se passe par exemple je sais pas en Europe ou en France ou je sais pas il y a telle actualité qui se passe, on va essayer d'y répondre avec des films. Je sais pas, ça c'est peut-être arrivé, hein, mais c'était vraiment une question si c'était. En fait, je pense qu'il y a deux choses différentes. Soit il y a une actualité, disons, l'actualité sortie. C'est-à-dire, je sais pas, Tartampion sort son nouveau film tu vois, au mois de mai, et on se dit du coup on va ce que fait la Cinémathèque française depuis quelques temps là vraiment, et du coup on va consacrer une rétrospective à ceux ou cette cinéastes parce qu'il y a l'actualité d'un nouveau film. Là, par exemple, ça tombe un peu avec Guy Roddy, qui présentait Miséricorde à Cannes, et dont vous faisiez la rétrospective en parallèle. Ouais, mais en fait, on savait pas au moment où c'est un hasard. Parce qu'en fait, le truc, c'est plus ou moins un hasard. Okay. C'est-à-dire que, si tu veux, Guy Roddy, on a décidé de faire Guy Roddy, c'était un an avant, quoi. Oui, on travaille vachement en amont. Et donc après, avec Alain, quand on en a parlé, parce que le film, il l'a tourné à l'automne. Donc nous, si tu veux, on savait qu'il était en tournage, etc. On savait qu'il visait Cannes, mais on savait pas s'il sera à Cannes ou pas. Et même, tu vois, et même juste avant Cannes, se poser la question de est-ce que le film sort en juin ou mais tu vois au final il sort en octobre. Ça on n'en savait rien en fait quoi. Donc sur ces questions là nous on se projette pas trop parce que c'est compliqué, on travaille très très en amont et souvent les distributeurs ils savent pas trop. La Cinémathèque française peut faire ça parce que la Cinémathèque française c'est costaud quoi, c'est une grosse loco, donc même les distributeurs du coup s'ils veulent faire marcher leur film, la sortie, si tu as une rétro à la CF en même temps, c'est bien. Ouais. Nous franchement ça les intéresse pas, donc on rentre pas là-dedans. Par contre sur des sujets disons de société actuelle, des interrogations, etc. Ça on le fait quoi. On peut le faire, de travailler et du coup de travailler une thématique ou une interrogation, mais on le fait toujours à partir du cinéma
et avec le cinéma. Par exemple, tu vois, quand on a fait la programmation intelligence artificielle, du coup, l'intelligence artificielle, ça fait 1 an où c'est devenu hyper présent dans la presse, même dans nos pratiques, etc. Et ça, c'est un truc qu'on fait donc avec le Quai des Savoirs qui monte une exposition consacrée à l'intelligence artificielle. Le Quai des Savoirs nous contacte, nous dit ouais, vous voudriez pas faire quelque chose, amener un peu du cinéma, on fait un truc en partenariat et tout. Et donc nous on en parle avec Fred et Julie en prog, et on se dit tiens, ça peut être intéressant de faire quelque chose sur l'intelligence artificielle, mais regardons qu'est-ce que le cinéma a fait. Et là en fait on commence, avant de répondre, on commence nous à chercher, jeter des titres sur des feuilles. On en parle, on revoit les films, et là on se dit tiens, il y a un truc intéressant à faire, en fait, c'est que l'intelligence artificielle, telle qu'on l'entend et telle qu'on la pratique aujourd'hui, en fait, c'est absolument pas cinématographique. Et finalement, il y a assez peu de films. Il commence à y en avoir là, mais si on regarde à l'échelle de l'histoire du cinéma, en fait, il y a assez peu de films. Par contre, l'intelligence artificielle, elle est présente, et notamment à partir des années 70-80, dans les films type cyborg, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une représentation humaine, parce que le cinéma a besoin de quelque chose qui se passe à l'écran. Tu peux pas faire un film juste avec des lignes de code. Bon voilà, il y a eu Heure de Spike Jonze, mais c'est un film assez récent et c'est quand même assez rare par rapport à l'histoire du cinéma. Et là, on se dit tiens, c'est intéressant parce que du coup, les années 70-80, donc on parle des gros Blade Runner et Terminator. Donc en fait, c'est la question de la machine, et donc c'est une intelligence artificielle qui pose la question de l'humain, le non-humain, et de la modernité ou de la machine comme allié ou ennemi en fait de l'humanité, etc. Et alors là, du coup, on se dit tiens, ça devient intéressant, quoi. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est comment finalement le cinéma. Qu'est-ce que le cinéma nous dit à un moment donné de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais qu'à l'époque on l'appelle pas comme ça, quoi. Et puis quand tu commences à travailler sur cette question-là, et là tu te dis waouh, en plus c'est hallucinant parce que Blade Runner, Terminator, derrière en fait ça a amené plein de répliques, c'est-à-dire c'est des films disons avec des répliquants et qui c'est le cinéma d'exploitation, et donc derrière on se dit tiens attends, ça marche super bien au box-office, donc on va faire la même chose. C'est surtout les films italiens qui sont tournés dans la banlieue romaine avec 3 francs 6 sous, enfin plutôt des lires à l'époque, quoi, et t'as une espèce comme ça de fin d'exploitation et donc de sous-genres comme ça qui se créent. Et la définition de l'intelligence artificielle, en fait, c'est ça. L'intelligence artificielle, elle se nourrit d'éléments importants et qui se basent sur une sorte de plus petit dénominateur commun pour pouvoir créer du contenu. Mais ce contenu, en fait, est quelque part une copie de choses de textes ou d'images qui sont des références, quoi. L'intelligence artificielle, elle fait de la copie à partir de références qu'elle a ingurgitées. Le cinéma d'exploitation, c'est exactement ça, quoi. Et donc on est parti sur ce délire-là, et du coup on s'est dit, bon voilà, on va faire une programmation, c'est quoi par rapport à l'intelligence artificielle, et comment le cinéma finalement peut se positionner, et ou quelle lecture on pourrait en donner à partir d'aujourd'hui, et de ce point de vue de l'intelligence artificielle. C'est qu'à un moment donné, il y a des films références qui apparaissent, qui posent la question de l'humanité face à la civilisation ou la société face au progrès et à la machine, et en même temps le cinéma lui-même fonctionne finalement comme fonctionnerait l'intelligence artificielle. C'est qu'à un moment donné il y a une référence et il y a un film qui fait référence, et du coup on va le dupliquer pour faire commerce, et donc on construit complètement une programmation à partir de là. Du coup, on ne traite absolument pas la question de c'est quoi l'intelligence artificielle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on peut retrouver la question de l'intelligence artificielle dans le cinéma. Oui, voilà, c'est plutôt ça qu'on fait, quoi. C'est super parce que là on voit vraiment un cas concret de comment une programmation se fait. Vous avez évoqué du coup Julie, votre collègue. Ouais. Vous êtes du coup 3 en Ouais. tant que programmateur. Comment ça se passe cette collaboration à 3? Est-ce qu'il y a des fois des gens qui vont prendre le lead, qui vont être en désaccord? Comment vous arrivez à vous mettre tous les 3 d'accord sur les films projetés? On travaille tout le temps
toutes les programmations, on travaille tout le temps ensemble. On est 3 parcours, sensibilités différentes et en même temps complètement homogènes parce qu'on se retrouve complètement. On s'engueule, bien sûr, ça arrive quoi. Mais après, honnêtement, je crois qu'on n'a jamais eu de désaccord profond. Parce qu'en fait, on choisit, on fait tout ensemble. C'est-à-dire que quand on travaille la saison, on travaille ensemble. Chacun, on met des idées, on se retrouve en réunion et on construit la saison. On se dit tiens, on va faire ça, à tel moment et tout. Donc on fait ça ensemble. Quand on travaille sur la programmation dans le détail, on fait ça ensemble, c'est-à-dire chacun travaille dans son coin, fait ses recherches, fait ses listes, Il n'y a etc. pas un programmateur qui arrive avec une liste de films et ce sera cette liste. En fait. Non, ça n'existe pas. En fait, on travaille chacun de notre côté et on se retrouve après en réunion et on discute. Ah tiens, moi j'ai pensé à ça, ou au café, tu vois, on prend le café, on fume des clopes et on continue à bosser et ça ah ouais tiens j'ai vu ça hier soir. Du coup ah ouais putain, ouais c'est vachement bien. Mais du coup ça me fait penser à tel truc. Ah ouais ça pourrait marcher. Et du coup on regarde les films et c'est une discussion, c'est tout le temps, c'est on rebondit tout le temps ensemble et l'un sur l'autre. Il y a personne qui et on fait tout ensemble. Vraiment quoi. C'est-à-dire du début du choix de la saison, de comment on va articuler la saison, de la programmation, sur quel axe on part. Après du coup le choix des films et ensuite qu'est-ce que ça veut dire à la fin quoi. Et tout ça on le discute tout le temps quoi. On est Et est-ce que c'est aussi à ce moment-là que peuvent s'imaginer les rencontres avec les équipes des films? Parce que ça vous arrive parfois d'avoir, que ce soit des réalisateurs, des producteurs. On a eu le cas de Sédou qui est venu plus tôt dans l'année. Comment c'est vous qui vous occupez en disant tiens on pourrait imaginer une rencontre après oui bien sûr ça on le fait ensemble. Après c'est toujours alors c'est toujours difficile pour nous quand c'est des gens qui sont actifs parce que les gens de cinéma sont très occupés voilà, donc c'est toujours un peu compliqué. Souvent c'est des soucis de calendrier. Tout simplement, ça nous est arrivé de décaler des rétros, par exemple, des monographies pour avoir une personne présente qui puisse venir. Là, cette année, je pense au directeur de la photographie qui devait venir, alors j'ai plus son nom, qui a fait Big Fish ou Luc ou Une Rivière, qui devait venir et finalement la rétrospective n'a pas pu se faire. Hein. Tout à fait. Parce qu'en fait, parce qu'il est actif. Ouais, parce qu'il est actif et que du coup il y a eu la grève à Hollywood là, qui a justement rapport à l'intelligence artificielle. Du coup ça a décalé et en fait lui s'est retrouvé un tournage qui devait déjà être passé, qui a été complètement décalé et donc au moment où on devait faire la rétro, il était en Australie. Du coup il était en plein tournage. Donc on annule parce que ça n'a pas de sens de faire une rétro s'il n'est pas là quoi. Okay. Mais c'est pas grave, on le fera plus tard. Mais là, c'est des aléas, des fois, ça se présente. Et après, la grande difficulté qu'on a, nous, en étant à Toulouse, surtout, c'est qu'on est à Toulouse, quoi, et qu'on n'est pas à Paris. Parce que la plupart des professionnels du cinéma, quand même, sont à Paris. Et donc, c'est facile, tu vois, t'es à Paris, même si tu bosses, même si t'es en écriture, ou t'es en tournage, ou j'en sais rien, c'est quoi, tu prends le taxi, tu vas à la cinémathèque, et tu présentes ta séance, ou tu fais un débat, ou une rencontre, et puis tu rentres chez toi. Chez nous, il faut compter 2 jours, quoi. Il faut prendre le train ou l'avion. Donc, si tu viens, tu es obligé de passer la soirée ici, la nuit. Il faut repartir le lendemain. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué d'arriver à trouver le bon créneau. Ça, c'est la difficulté de ne pas être à Paris. C'est tellement centralisé, la France. C'est un peu... Mais après, comme dit Fred, c'est surtout dès qu'on travaille avec des gens qui sont en activité... C'est tout de suite compliqué. Hein. Très compliqué. Et justement, avec ces personnes en activité, il y en a certaines qui peuvent avoir des cartes blanches. Je pense, là, dans cette année, il me semble qu'il y a eu Agnès Jaoui, Alain Guiraudy, du coup, a eu une carte blanche également. Là, combien de temps en avance vous mettez et comment vous arrivez à collaborer, du coup, cette fois-ci, avec les gens qui vous proposent quand ils ont carte blanche, là, du coup, c'est une vraie carte blanche ou des fois ils ont des limites, non, c'est une vraie. On peut dire, non, ce film peut-être on pourra pas le passer. Non, pour Guiraudy par exemple, c'est une vraie carte blanche. La seule difficulté, le seul problème en fait, c'est la disponibilité des copies. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du matériel et est-ce qu'il n'y a pas de problème de droit? Parce que des fois, il peut y avoir des films, mais les droits sont bloqués parce que ça change d'ayant droit ou j'en sais rien, qui fait que du coup, on ne pourra pas passer le film. Après, on demande toujours un petit peu plus de titres que ce qui n'est projeté. C'est-à-dire que pour 4
pour une carte blanche, on en demande 8 ou 9. D'accord, ok. Par ordre de préférence, Voilà. pour pouvoir nous retourner si jamais, si jamais ça marche pas sur un titre, on prendra un autre. Mais après, jamais quand c'est une carte blanche, Jamais on intervient. on n'intervient pas. On dit c'est une carte blanche, c'est une carte blanche, quoi. Et du coup, vous prévoyez ça combien de temps en avance, par exemple Un petit peu de temps à l'avance quand même. Vous le faites en même temps que la programmation de l'année ou ça peut arriver un peu plus tard? Non, ça arrive un petit peu plus tard. Quand on a pris contact, on va dire, fermement avec la personne invitée. Donc s'il s'engage fermement Après, à proposer une carte blanche et à présenter tant de films sur sa carte blanche, oui, c'est un petit peu de temps avant, mais pas quand on conçoit par exemple une nouvelle saison. Okay. Non, c'est pas à ce moment-là. Mais par contre, ça arrive quand même assez vite. Dès qu'on en parle, dès qu'on parle de carte blanche et qu'on s'est mis d'accord pour faire une carte blanche avec les invités, quand même, c'est la première chose. On leur demande très très vite tout de suite des titres en fait, même si on leur laisse un temps de réflexion. Mais comment on demande ça assez vite parce que ça peut prendre du temps de réflexion. Après, ils peuvent être occupés. Agnès, par exemple, Agnès, c'est une carte blanche, c'est la présidente à la fois. Après, donc, voilà, bon, on est quand même en contact assez régulier, etc. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui travaille mais énormément, quoi. Enfin, son agenda, il est complètement dingue. Donc si on peut caler très en amont. C'est vachement bien parce qu'elle répond pas forcément du tac au tac. Avec Alain, par exemple, si on parle de Guiraudy, c'est pareil. Donc, moi, je savais qu'il était en tournage à l'automne. Donc, en fait, c'était réglé au mois de septembre, les titres de carte blanche pendant l'été, donc l'été 23. Pour la rétro en juin 24, c'était grosso modo c'était réglé. Je crois qu'il a appris en début d'année, il est arrivé avec un ou deux titres, il a dit ah ouais tiens peut-être est-ce qu'on pourrait pas mettre ça aussi mais voilà c'était fait très en amont. Et avec Istvan Szabo, puisqu'on a fait là aussi une carte blanche, et Istvan Szabo ça s'est fait aussi assez simplement parce que c'était des films qui ont été restaurés par l'archive hongroise. C'était assez simple, c'était assez clair. Il voulait l'époque à partir des années 50, 60, plutôt 60. Donc c'était assez simple aussi quoi. Il a proposé une liste de titres et puis voilà. Je crois que là, il me semble que pour Istvan Szabo, il y a peut-être un ou deux titres qu'on a laissé de côté parce que il y avait Bellatar. Il y avait un film de Bellatar. Comme on avait fait une rétro il y a 2 ans, là du coup je lui ai dit comme on l'a déjà montré, peut-être que voilà, ce serait mieux de montrer un autre film. Et donc là voilà, c'est le seul truc où on a intervenu quoi. Là, vous parlez de Istvan Szabo. Istvan Szabo. Istvan Szabo. C'est pas je ne sais pas, mais en tout cas, je n'en avais jamais entendu parler avant cette programmation. Je pense que concernant le grand public, c'est pas un cinéaste qu'on entend souvent parler. Comment vous arrivez à trouver un équilibre entre votre envie de faire découvrir des cinéastes ou des films aux gens et le fait de parler à un grand public? Et ça me permettra aussi d'aborder la question du cinéma plein air, où là c'est vraiment une sélection beaucoup plus large. Comment vous arrivez à trouver cet équilibre de dire, prendre peut-être le risque de dire on va prendre un cinéaste ou des films qu'ils n'ont jamais entendu parler, mais on sait qu'il sera au rendez-vous? Szabo, après, juste par exemple pour un truc, Szabo, c'est assez intéressant et révélateur en fait d'un truc que tout le monde oublie, c'est-à-dire que Szabo a été quelqu'un de très connu. C'est ça en fait. À l'époque de Mephisto, par exemple. Il n'est pas connu aujourd'hui, mais dans les années 80. C'était quelqu'un qui est très connu. C'était, on va dire, c'était des gros films d'auteur. D'accord. Voilà. Je sais pas ce qui pourrait correspondre aujourd'hui. Je sais pas, le mec est oscarisé. C'était quelqu'un qui est très connu et qui a été à un moment donné sur une pente descendante parce que le cinéma a changé, parce que il y a des tas de choses qui se sont passées. Et donc en fait on s'aperçoit que c'est moi je reviens à ce truc de cycle, le cinéma c'est vraiment un cycle, il y a des gens qui sont au pinacle ou un type de film qui va être au pinacle à une certaine époque et après ça va complètement disparaître et on va redécouvrir ça 15 ans après, 20 ans après, des fois c'est plus 30 ans on va dire, ah oui mais c'est quand même un peu obscur et tout. En fait non, l'histoire fait que, si on regarde l'histoire fait que c'est pas si obscur que ça.
voilà. Et Zabo, je trouve que c'est un bon exemple. Ah ouais, parce que Istvan Zabo, dans les années 80, ça remplissait les salles, hein, un film de Zabo. C'était blindé, enfin c'était un truc. Mais c'était aussi une époque, il y avait un rapport encore au cinéma dit de l'Est qui était important. Qui était très très fort en fait, quoi. Donc c'est tout ce qu'on appelait les nouveaux ou jeunes cinémas dans les années 70. Et donc c'était la cinéphilie de l'époque. Elle se passait là en fait, donc c'était un cinéma qui était extrêmement couru. Bon voilà, après c'est des questions de cycle, je ne sais pas, et ça voilà, ça a bougé. Enfin c'est les cycles, comme dit Fred, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, on se dit, enfin voilà, toi tu vas dire, bah Zabo, je n'ai jamais entendu parler. Après c'est aussi par rapport au cercle que je connais. Mais c'est tout à fait normal. Non mais c'est normal. Non, il n'y a pas de, tout à fait. Moi, il y a des choses dont j'avais jamais entendu parler et je pensais que c'était quelquefois très très obscur, alors que pas du tout. C'était voilà, c'était je sais pas, même des courants cinématographiques dans les années 60. Je pensais que voilà, il y avait des choses obscures, alors que pas du tout. C'était comme dit Franck, une cinéphilie qui était courue. Et est-ce que parfois vous mettez des limites? Est-ce qu'il y a un rêve de programmation que vous n'avez pas pu atteindre parce que soit il y a la question du droit d'auteur, soit il y a la question c'est peut-être pas assez pour le public? Est-ce que je pense que c'est des questions, oui, de droit, de copie, et aussi de copie, de coût. De coût d'une programmation, quoi, parce que des fois ça peut coûter cher. Donc si tu veux faire un truc un peu obscur et que ça te coûte, tu vois, bon, tu réfléchis à deux fois. Ou par exemple, si on voulait faire un certain, je sais pas, cinéaste américain ou même russe d'ailleurs, il faut emprunter, il faut aller encore chercher les copies 35 mm parce que tout n'a pas été numérisé. Faut pas croire. Ça, justement, j'ai des questions sur le numérique. Ça, c'est le grand leurre qui existe aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'il y a des fois, on voudrait faire des rétros, mais bon, il faudrait faire venir des copies des États-Unis, les faire sous-titrer, et ça coûterait un bras, voire deux, et deux jambes en plus, quoi. Donc, oui, mais à part ça, on s'interdit rien. Mais à part ça, on s'interdit rien. Jamais. Hein. On peut faire des trucs vraiment hyper casse-gueule. On peut aller dans des trucs où on se fait tracher. On va dire là, le seul truc quand même qu'on s'interdit, enfin en tout cas que moi j'interdis, que j'ai pas envie de. Ça va être par exemple là pour le moment Polanski, Woody Allen par exemple. Il y a une habituée, spectatrice habituée de la Cinémathèque. Ça fait des années qu'elle me demande une rétro Woody Allen. Là, c'est prendre le bâton pour se faire battre. Et là c'est vrai que là c'est le truc là. Bon, moi j'ai pas envie de, j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie. Enfin, Woody Allen, il a fait de très bons films. Après, voilà, je ne trouve pas non plus que ce soit un cinéaste exceptionnel et que ce soit un cinéaste qui mériterait d'être défendu d'un point de vue cinématographique. Alors, ce qui n'empêche pas, par ailleurs, qu'on puisse faire, parce que tu vois, on avait fait, c'était pour Extrême, Brigitte Lahaie, qu'on a invité avec une carte blanche. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est qu'en plus, on avait dit, on invite Brigitte Lahaie, mais pas pour présenter des pornos. C'était Brigitte Lahaie, No Sex, en fait. Et on avait fait une rencontre, et on avait reçu des mails en disant « Ouais, c'est scandaleux, vous devez pas le faire, etc. etc. » Et on a dit « Non, c'est hors de question, on le fait. » Et bon voilà, et là c'était en connaissance de cause. Là on est allé au cachou, mais en même temps ça nous faisait, ça nous faisait pas peur. Pour nous il y avait un réel intérêt. C'est-à-dire, voilà, on avait envie de défendre Brigitte Lahaie, quoi, parce qu'on aime Brigitte Lahaie, et on aime l'actrice, on aime sa carrière, et on aime la personne, même si elle peut cliver, et ben voilà, c'est comme ça. Mais par contre, elle, on a envie de lui donner la parole, quoi, véritablement. Donc des fois on peut le faire, mais il y a des, mais c'est, j'ai envie de dire, là c'est les seuls trucs qu'on peut s'interdire. Après sinon on s'interdit jamais, on s'interdit rien, quoi. Disons c'est des situations, moi je reviens sur ça, c'est des situations excessivement compliquées. Pour nous ça n'a pas d'intérêt, voilà, de prendre de prendre le risque. Parce qu'après c'est des questions, c'est des questions qu'on se pose, hein. Bien sûr. Et on n'est pas pour la censure des œuvres. Même si, et quand bien même l'auteur est un salopard, ou qu'il ait des casseroles, etc. Et encore une fois, quelqu'un comme Polanski, bon, eh ben oui, il est défendable, il a été défendu. Moi aujourd'hui, je veux dire, Polanski, j'en ai rien à foutre de Polanski, l'homme, tu vois, c'est bon, il est blindé, il vit tranquille, il a ses histoires, c'est peut-être un enfoiré. Voilà, moi j'aime bien ses films, pas tous d'ailleurs.
mais moi, j'ai pas envie de m'engager personnellement et d'engager nous, la prog et l'institution, la Cinémathèque, pour défendre Polanski, quoi, tu vois, parce que on peut montrer des films de lui, Ouais, tout à mais fait. faire une rétro, ça voudrait dire prendre la défense Oui. de Polanski, c'est ça que ça veut dire derrière, et cinématographiquement, il en a pas besoin, c'est quelqu'un qui est reconnu dans le milieu de la cinéphilie. Oui, puis on rentrerait Et- dans quelque chose qui dépasserait le cadre, encore une fois, cinéma. Exactement, Nous, quoi. on est là pour parler de Nous, cinéma, on veut parler on de cinéma, on fait n'est pas, des on films. veut pas, voilà. Et donc là, ce Là, on serait, passe ce dans un serait autre de cadre, partir sur un autre truc. Polémique, social, etc. Et Donc, Polanski, on en a rien à foutre, quoi. Donc, enfin, tu vois, voilà. Donc, je veux dire, même cinématographiquement, c'est pas, il a pas à être défendu. Il y a d'autres choses. J'en sais rien, il y a d'autres cinéastes qui sont pas connus et donc, et qui n'ont pas de casserole et qu'on a envie de montrer parce que c'est un cinéma qui nous intéresse, qu'on estime qui est pas assez connu ou qui est à découvrir. Voilà. C'est le rôle de passation de la Cinémathèque. Ouais, Ouais, voilà, ouais, voilà. bien sûr. Voilà, ouais. Justement, là, on arrive sur la fin, j'ai encore deux questions. L'interview fait 1 heure, si vous voulez arrêter, on peut... Non, ça va, c'est nous, bon, hein. ça va. Là, du coup, au moment où j'enregistre, on est en plein mois de juillet. De toute façon, l'interview va sortir dimanche, ce dimanche-là. Donc, on est en plein dans le cinéma plein air. Là, c'est une programmation un peu différente de ce que vous faites dans l'année ou pas? Alors, d'un point de vue extérieur, on dirait que oui, parce que ça a l'air d'être quelque chose de plus large, plus grand public. Du coup, c'est l'objectif, j'imagine. Voilà. Donc, comment vous arrivez à faire cette programmation du cinéma plein air Déjà, peut-être ce qu'on peut dire, c'est comment on en est arrivé là. Bien sûr. Parce que je crois que c'est quelque chose qui est quand même assez important. Donc à la base, il y a les séances plein air. Au tout début, quand on faisait du plein air, on faisait des programmations thématiques. Oui. Sur tout l'été. C'est-à-dire qu'on prenait une théma, comme on peut faire dans l'année. Et donc c'était, je sais pas, par exemple, on avait fait Aventure maritime. Donc c'était que des films d'aventure maritime pendant tout l'été. Je sais pas, on avait fait le road movie, je crois, pareil, c'était road movie. Bon, bref, voilà, c'était. Et puis après, on s'est dit, non, on va plutôt faire quelque chose un peu plus éclectique, quand même, pas rester, parce qu'il y a un côté un peu jusqu'au boutiste quand on prend un genre ou une théma. Et donc là, on a commencé à faire des choses des choix de programmation plus éclectiques. On était toujours dans l'idée, en tant que cinémathèque et donc programmateur de cinémathèque, de montrer des films de toute époque, tout genre, toute nationalité. Et donc ça allait des années 30 à peut-être pas tant nos jours, on allait jusqu'aux années 80, peut-être 90, et on montrait plein de choses. On était plutôt dans un champ vraiment assez cinéphile, assez lié à ce qu'est la cinémathèque. Et en fait, avec l'expérience, on était forcé de constater qu'en fait, que ça marchait pas des masses, en fait, quoi. Que ce qui marchait, c'était des films qui étaient hyper connus. Donc à un moment donné, même une année, on s'était dit ouais, il y en a marre de faire toujours les mêmes films. Donc on va prendre des films de cinéastes qui sont connus, mais dont les films sont pas connus. Bon, là on s'est rendu compte pareil que ça marchait pas. Et parce qu'en fait, les gens, quand on est au Porsche, là, où il y a la liste des titres, les gens qui passent, en fait, ils regardent les titres et en fait, ils s'arrêtent véritablement aux titres qu'ils connaissent. Et là, on s'est rendu compte qu'on était dans un autre temps, en fait, cinéphilique. C'est pas le public habituel de la cinémathèque. Souvent, c'est des touristes français ou touristes étrangers qui passent et qui se disent ah ouais tiens c'est chouette, on va aller voir. Et donc en fait on est sur une programmation, en tout cas sur une attente qui est beaucoup plus mainstream. Et là à un moment donné on s'est posé la question de bon, est-ce que on va contre vents et marées en disant non nous on est une cinémathèque donc on continuera à montrer je sais pas moi des Capra des années 30 même s'il y aura que 50 personnes parce que en fait les gens ils connaissent pas, on va dire plutôt le grand public. Ou est-ce qu'on ouvre et on va vers des choses beaucoup plus récentes, parce qu'on s'est rendu compte que c'était ce qui marchait assez bien, donc c'est-à-dire des films qui peuvent avoir dans les 10 ans quoi maximum,
Et du coup, on a mis de l'eau dans notre vin, en fait, et on a lâché un peu prise. Par rapport à ce qu'on faisait et ce pour quoi on s'est battu pendant longtemps et un jour on s'est dit bon, enfin faut arrêter, ça c'est complètement con d'aller à l'encontre. Les gens ils ont envie de voir ça, ils prennent du plaisir et nous on peut en prendre aussi. Faut pas être dans le truc de on est une cinémathèque et donc on doit montrer et on veut faire des propositions ou amener à la découverte de. Non, en fait, les gens l'été, ils ont pas envie de découvrir, ils ont envie de revoir. En fait, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On est plus sur le. C'est de revoir dans des conditions. Plus sur le revoir, en fait. Ouais. Je pourrais peut-être y avoir l'effet Madeleine de Proust, hein, je sais pas, pour certains films. Ouais, ou alors des choses très très identifiées. Mais moi, je pense après que c'est une situation aussi générale, de toute façon. Les gens prennent de moins en moins de risques au cinéma. Le spectateur, même lambda, même le spectateur mainstream, prend de moins en moins de risques. Vous le saviez, enfin, je me rappelle, on en avait parlé quand on s'était rencontrés, qu'il y avait des séances qui étaient vraiment typiques. Par exemple, quand vous allez programmer dans l'année The Thing, quand vous allez programmer 2001 l'Odyssée de l'espace, vous savez que c'est Shining, vous savez que ça va être des séances qui vont amener beaucoup de monde et qui vont vraiment attirer. Moi je me rappelle, alors c'était il y a 2 ans je crois, si ce n'est 3, j'avais découvert du coup Kill Bill volume 2. Alors je ne sais plus qui c'est qui l'avait présenté, et la personne qui l'avait présenté dit bon, je vais être honnête, je n'aime pas ce film, mais on l'a quand même voulu le présenter. Ça vous arrive du coup de projeter des films que vous... De toute façon, à mon avis, je crois que c'est moi qui l'ai présenté. Soit c'est toi, soit c'est moi, quoi. Je veux dire, c'est un des deux. Je vais attendre vous deux, mais je me rappelle, ça m'avait marqué de me dire ah oui, d'accord, ils le disent, il n'y a pas de souci, parce que voilà, je comprends, j'ai pas beaucoup le volume 1, par contre j'ai beaucoup aimé le volume 2. Et bref, tout ça pour dire que du coup ça vous arrive de programmer des films que vous n'êtes pas forcément fan, mais vous dites au moins ça va plaire au public. Bah, bien sûr, c'est la logique. Ok, d'accord. Soit il y a ça, soit il y a dans une programmation. Là, on parle pas du plein air, hein, mais d'une programmation. Même il y a des films, on n'est pas fan, mais par contre, c'est des films qui sont qu'on trouve importants c'est-à-dire en résonance avec d'autres films dans une thématique. Il y a une chose, on n'en a pas parlé, mais quand même qui est primordiale, c'est que quand on est programmateur, souvent les gens ils pensent que juste on se fait plaisir, etc. Et en fait, oui, bien sûr. Mais il arrive qu'on programme des choses dont on n'est pas non plus super fan, mais parce qu'on fait pas, on programme pas que uniquement les choses qu'on aime en fait quoi. Et puis je sais pas, ça fait 20 ans qu'on fait ce métier. Au bout d'un moment, tu vois, tu vas tourner vite en rond, donc il faut aller revoir autrement même des choses dont on n'est pas fan à un moment donné. On dit tiens, on va aller revoir et on dit ah tiens, c'est intéressant et donc on va le présenter. Tu parlais tout à l'heure de Satan Tango. De Bellatar. Là aussi, je trouve que c'est un bon exemple, parce qu'a priori, on peut se dire, un film de 7 heures, c'est peut-être terriblement ennuyeux. Moi, je connais plein de gens qui ont trouvé ça, mais d'un ennui redoutable. Mais par contre, oui, peut-être, mais par contre, c'est un objet de cinéma. Mais complètement. C'est un objet de cinéma. Je suis très content de l'avoir découvert justement ici, en plus c'est ça le truc qui peut... enfin, on peut juger, des fois on peut juger personnellement que les films sont ennuyeux, voire pas bons, mais on peut quand même dégager ce qui en fait tout l'attrait, d'en dégager le cinéma qui contienne. C'est ça la programmation, de se dire à un moment donné... bah oui, ça, effectivement, personnellement, ça me plaît pas, mais alors, historiquement, esthétiquement, formellement, etc., voilà, c'est intéressant et il faut absolument le montrer. Ouais, il faut sortir en fait du côté, tu sais, c'est un truc... De l'affect, exactement, ouais, c'est ça. Il faut sortir de l'affect. Souvent, tu sais, le rapport à la programmation, je dis toujours, c'est un peu comme... enfin ce que disait, je crois que c'est Truffaut qui disait ça, les Français ont 2 métiers, leur métier et critique de cinéma. Et c'est la même chose avec le foot quoi. Tu vois, les Français ils ont 2 métiers, ils ont leur métier et sélectionneur de l'équipe de France quoi. Et programmateur c'est pareil quoi. C'est-à-dire tout le monde pense dire ah ouais tiens j'ai des idées de programmation à vous proposer etc. Et en fait, là, tu dis, ouais, mais en fait, c'est programmateur, c'est pas juste tu programmes les trucs que tu as envie de faire, parce qu'en fait, tu vas pas très loin. Hein. Si c'est juste sur ce que tu connais et ce que tu aimes, bah, tu fais une saison, et après, tu fais quoi? En fait, c'est un vrai travail tout le temps de remise en question de nos goûts,
de l'histoire du cinéma, etc. C'est toujours de revoir des films et les remettre en question et se remettre en question, quoi. C'est-à-dire on n'est pas là en se disant ah ouais c'est super, on va se faire plaisir, on va faire ci, on va faire ça. Non, c'est comment on le fait, mais tout en se faisant plaisir, bien sûr. Le plaisir n'est pas exclu, mais le plaisir n'est pas au centre. Le plaisir n'est pas le seul moteur, parce que là tu vas pas loin en fait, quoi. Enfin tu fais une saison, tu fais 2 saisons et t'es cramé. Il faut tout le temps remettre sur le travail, quoi. Mais ça me permet d'amener à la dernière question, parce que non seulement on enregistre ça en juillet entre 2 mois de cinéma plein air, mais aussi en juillet 2024, donc avant la fermeture pendant au minimum 1 an et demi de la Cinémathèque. Donc là, pour la saison qui arrive, il va y avoir des projections au Pathé Wilson et au Musée des Abattoirs. Comment vous avez adapté votre programmation hors les murs, sachant qu'il déjà il y a moins de séances, et surtout, ça c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé mais que vous aviez évoqué durant la conférence de presse, une projection exclusivement numérique. Ah ouais. Bah, je crois que ça a été surtout ça la grosse baigne. Là ça a été un peu, enfin moi en tout cas, parce que Julie elle me dit qu'est-ce que tu croyais, quoi. Et là ouais, je me suis rendu compte que en fait on bosse beaucoup avec le 35, donc l'argentique toujours, et que en fait là on peut pas, il a fallu qu'on change complètement notre logiciel de programmation et de penser la programmation, parce qu'on sera que sur du numérique, que sur du DCP, et donc on peut pas faire les programmations comme on fait à la Cinémathèque. Si par exemple c'était, moi je disais tiens c'est pas compliqué, on n'a qu'à faire une rétro Ridley Scott, ça tu vois ça va être génial, on fait ça au pâté, ça va être super, et ouais, en fait, tu peux pas faire une rétro Ridley Scott, quoi, parce que les derniers films sortis sont sortis en numérique. Tu as quelques restaurations, tu vas avoir Blade Runner, Alien, les duellistes là qui ont. Mais après. Tout ce qui est avant 2009-2010, c'est problématique. C'est tout ça. Ouais, parce que, et ça n'a pas été numérisé. Et donc en fait, tu peux pas prétendre faire une rétro avec 5-6 films, quoi, de Ridley Scott, j'entends, quoi. Bien sûr. Donc là on s'est dit ça marche pas, quoi. Donc c'est pour ça que là on a remouliné, on a cherché l'architecture avant même de penser qu'est-ce qu'on va mettre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire qui puisse être cohérent à la fois pour dans les lieux qui nous accueillent, et nous en termes de cinémathèque et de notre travail, avec les difficultés qui sont liées à la question du support, quoi, et qu'on peut pas faire ce qu'on fait habituellement. Donc là il a fallu qu'on change notre modèle de pensée. Je crois qu'on y est arrivé en fait. On s'est bien pris la tête, quand même, parce que c'est compliqué parce qu'il faut s'adapter, comme tu disais, il faut s'adapter au lieu. Bah oui, aussi. C'est compliqué. C'est-à-dire, on va pas passer la même chose au Pathé Wilson, par exemple, qu'aux abattoirs. Enfin, voilà, une rétro, par exemple, Ridley Scott aux abattoirs. Même si tout avait été en numérique, ça n'aurait pas eu de sens. Enfin, pour nous, ça n'aurait pas eu de sens. Donc, ça va être des programmations différentes déjà en fonction des lieux, et ensuite en fonction du numérique. Mais bon, vous avez réussi à du coup tout boucler. Et on aura et on verra du coup le début de la programmation dès le 1er octobre du coup. Non. 15 octobre. Je veux dire 1er octobre, ça sera en ligne, je voulais dire. Le 15 projection au Pathé Wilson. Voilà, avec Galaxy Kubrick. C'est ça. Et après, tu sais, on peut quand même, juste pour revenir sur la question du numérique, juste 5 minutes. C'est surtout pour. Parce que je crois que c'est important quand même d'en parler un petit peu. Du numérique, du fantasme du numérique, du fantasme de la restauration et du numérique quand même, quoi. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont donc numérisées, restaurées. Il y a beaucoup de choses qui sont numérisées mais pas restaurées, on va dire plutôt étalonnées. Tu vois, genre quand on voit passer nouvelle restauration en 4K. Est-ce que c'est vraiment une restauration? Le truc a été fait en 2K et après on nous dit nouvelle restauration en 4K. Tu vois, c'est une numérisation, il va y avoir un travail d'étalonnage. Dersu Zala, là, c'est la vieille copie encore avec l'image un petit peu avec les couleurs qui,
Ah ouais? Parce que j'ai pas vu. Mais qui a été numérisé, du coup. Numérisé, mais c'est pas une restauration ou autre, c'est... Et il le présentait comme une resto ou c'était genre... Non, parce que moi, c'est des trucs... Je sais plus, parce qu'il y avait Splendor et il y avait... Je crois qu'il y avait Carlotta qui se faisait un peu la guéguerre sur en fait le terme Splendor Film qui du coup a fait la ressortie. Et Carlotta, c'est Carlotta ou un autre distributeur qui disait mais c'est pas du tout une restauration, c'est... Voilà. Et quand je suis allé le voir en salle, effectivement, c'était pas du tout une restauration, c'était... Vraiment la vieille copie. Après c'était agréable à voir, mais c'était pas la restauration qu'on peut l'entendre. Mais tu sais c'est pareil, parce que même quand on dit restauration, ça n'est pas. C'est pas des restaurations, c'est du réétalonnage. Après il peut y avoir des choses. Une restauration, là c'est vraiment là c'est les cinémathéqueurs qui parlent quoi. Mais une restauration, ça veut dire qu'il y a tout un travail sur donc à partir d'un négatif qui peut être abîmé, ou il y a plus de négatif, il y a que des positifs, donc il va falloir assembler différents éléments. On est quasiment au bord de la reconstruction. C'est des films qui sont abîmés par le temps, donc dégradés. Donc là, il y a un travail de restauration. C'est ça, quoi. C'est essayer de retrouver l'image. Bon, la plupart des films, il va y avoir quoi? Une numérisation. Si tu pars d'un négatif, normalement qui est bien conservé, après ça va être un travail d'étalonnage, et éventuellement si tu pars d'un positif ou d'un négatif qui serait un peu endommagé, un travail pour éliminer les rayures, voilà, les poussières, ce genre de choses. Mais c'est le minimum en fait, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'est des termes de vente. Il faut comprendre ça. Il y a un bon exemple là aussi, par exemple Robocop, qui est ressorti. Ce qui est balancé là, l'affiche, c'est voilà, restauration 4K et Director's Cut. Bon, alors c'est pas du tout un Director's Cut. Hein. C'est voilà, c'est la même version qu'on a eue à l'époque de la sortie. Director's Cut vient du fait qu'aux États-Unis, ils ont coupé quelques secondes. C'est ça. Voilà, mais que nous, on a toujours eu en Europe. Donc, c'est resté Director's Cut, mais c'est comme restauration 4K, c'est des arguments de vente, etc. C'est Robocop, qu'on le projette en 2K ou en 4K, c'est la même chose. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette histoire, là, du coup, c'est une espèce de surenchère, comme ça, là, avec, donc, on va dire, restauration 4K. En fait, c'est ce qui, à l'époque de l'argentique, on a appelé des copies neuves. C'est-à-dire qu'on tirait des copies pour l'exploitation d'un film, et donc les copies, à chaque fois qu'elles passent dans le projecteur, qu'elles sont elles sont abîmées, quoi. Et donc copie neuve, ça veut dire qu'on tire de nouvelles copies parce que les anciennes, elles sont HS en fait, quoi. Et donc on redécouvre le film, voilà, en copie neuve. Quelque part, là, avec le numérique, c'est ça, c'est des copies, c'est une copie numérique. Et donc on va dire 4K, du coup c'est qu'on est passé du 2K au 4K, donc avec une définition plus particulière. Mais le film en soi, il n'y a pas une grande différence en fait, quoi. Tu vois, c'est plus ou moins le travail qui a été fait sur le 2K. Tu vas faire la même chose, mais en 4K. Il n'y a pas un truc, voilà. Donc il y a des choses comme ça. Et alors ce qui est incroyable avec toute cette histoire. Et on s'en rend compte, nous, là, justement, dans le travail, dans cette... parce qu'au quotidien, finalement, on ne se pose pas la question quand on travaille à la Cinémathèque. Là, le fait d'être en hors les murs et d'être tout en numérique, là, ça nous saute aux yeux. C'est qu'en fait, on a vraiment, vraiment, vraiment encore besoin des cinémathèques. Mais c'est vital, quoi. Et de garder l'argentique, parce qu'en fait ce qui va être des ressorties en numérique, c'est plutôt des classiques, grands classiques du patrimoine, ou alors on va aller du côté un peu des niches, hein, à un moment donné, puisque justement tout ce qui est cinéma de genre aujourd'hui est considéré, est vraiment considéré, alors qu'il était déconsidéré à notre époque. Mais c'est toujours plus ou moins les mêmes films. C'est-à-dire qu'en fait, du 2K, tu vas passer au 4K. Enfin, tu vois, Robocop, il est sorti en 2K il y a 2 ans, ou 3, et là, il ressort en 4K, au printemps. C'est pareil avec le 7 Samouraï, là... qui a eu une restauration en 2013. Ouais. Et donc en fait on est et donc c'est toujours un peu les mêmes titres. Alors c'est très bien, hein, mais en fait on est quand même, et là on est ce que disait Fred tout à l'heure, c'est-à-dire que là on est vraiment dans ce glissement commercial et par rapport au patrimoine. C'est que du coup on fait ce travail là, mais sur des films qui sont clairement identifiés, et donc on va jouer le côté événementiel, pub, enfin en gros un peu promo pour attirer des gens. Et en même temps, il y a tout un travail à côté
qui n'est pas fait sur le reste de l'histoire du cinéma et qui va rester, qui pourrait disparaître, en tout cas qui disparaît des écrans. Et c'est là que nous, le travail de Cinémathèque est hyper important, c'est de remettre toujours en question les choses et de remontrer aussi des films et de montrer du 35 aussi, au-delà du fait de pouvoir montrer des films, parce que nous, on est adepte en prog, même si le film 35 est abîmé un peu, etc., nous, on est pour le montrer, même si les collègues projectionnistes, ils n'aiment pas trop ça quand la copie est abîmée. Nous, on aime ça. Et on aime ça. Il me paraît important de montrer un film, quel que soit son état, j'ai envie de dire. Et même, on aime ça. Moi, personnellement, j'aime bien même quand le film est un peu abîmé ou autre, la copie, ça me rappelle que ça vient de quelque part, quoi. C'est comme les rides sur un visage, il y a des traces du temps. Et ben ouais, parce que quand je vois un film des années 30 numérisé, 4K, où tout est effacé et complètement lifté, finalement tu as l'impression que le film est sorti mercredi dernier, moi j'ai un problème de... je sais pas, il y a quelque chose qui... j'ai du mal à me positionner me positionner par rapport à ce qui se passe entre l'écran et moi, alors que un film qui a son temps et qui est marqué presque, j'ai envie de dire, dans sa chair, mais du coup tu le sens, ce poids du temps là, effectivement, quoi. Et moi j'aime bien ça. Et une autre chose aussi qui est hyper importante, et je pense que les spectateurs qui viennent à la Cinémathèque, quand ils voient les films en 35, je crois qu'à chaque fois quand même qu'on le fait, on essaye d'en parler, peut-être pas tout le temps pour pas être non plus trop lourd, mais quand même il y a quelque chose d'assez extraordinaire avec la projection en argentique, 35 mm, où on retrouve une forme de chaleur, quelque chose qui est presque physique, on sent le matériau qui est projeté, qu'on n'a pas avec le numérique, qui est beaucoup plus figé, beaucoup plus froid, et enfin voilà, moi je trouve on n'a pas la même sensation, et il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre de l'expérience même sensorielle quand on projette un film en 35. Je me rappelle, et ensuite il faudra que je conclue, mais je me rappelle d'une projection des Guerriers de la Nuit que vous aviez fait il y a 2 ans à peu près. Vous deviez passer la version numérique, mais ça c'est ce que vous avez fait croire aux détenteurs des droits, parce que vous avez voulu projeter la version 35 parce que c'était une version qu'on retrouvait pas, c'était une cut, enfin c'était pas la director's cut mais c'était un truc dans le genre. Et je me rappelle que toute la salle, c'était la director's cut, et toute la salle avait applaudi quand vous aviez dit que c'était la projection 35. Enfin, le public reste quand même très attaché à la projection numérique, en tout cas. Non, en tout cas, 35, argentique, tu veux dire. Oui, argentique, oui. Je crois à la Cinémathèque, oui. Et puis c'est important de le souligner aussi, de dire les choses, parce que, enfin, de rappeler aussi quand c'est du 35 ou par rapport à du numérique, parce que c'est... Enfin, nous, on a grandi comme ça. Avec les sous-titres allemands. Mais ta génération, par exemple, ta génération, une génération qui connaît quasiment que le numérique, du coup, C'est arrivé enfin, par exemple, le début de ma cinéphilie, c'était la projection pellicule, vu que c'est à partir des années 2010 que ça commence où là, vraiment, il y a eu la grande bascule. Mais j'ai connu, du coup, la projection. Mais disons qu'aujourd'hui, les gens qui vont au cinéma, du coup, c'est que du numérique. Et c'est vrai que, du coup, il n'y a pas cette expérience de l'argentique, et que quand on la vit, je crois, à la Cinémathèque, des fois, enfin là, ça peut être des vrais, vraiment une découverte sensorielle, quoi, pour certains spectateurs plus jeunes, peut-être des jeunes spectateurs qui du coup voient bien la différence Mais du coup, les Guerriers de la Nuit, là, c'est problématique en fait, parce que c'est ce qu'on appelle le Director's Cut maintenant, qui est quasiment le seul truc qu'on peut voir, si on n'a pas accès à une copie 35 d'époque, ces fameuses retouches là où interviennent les réalisateurs. Par contre, c'est très curieux. Il y a des réalisateurs qui réinterviennent sur leurs films, c'est leur droit. Mais par exemple, les Guerriers de la Nuit, ce qu'on appelle le Director's Cut, c'est un film très sec, Les Guerriers de la Nuit, enfin en tout cas la version originale, qui est très très violent, qui envoie le bois. Et en fait, toute la violence en fait est désamorcée par le Director's Cut, puisque toutes les scènes en fait sont reliées avec des pages de comic book. D'accord, oui. C'était je sais pas pourquoi Walter Hill a fait ça. Mais bon, il a eu cette idée un petit peu saugrenue. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Suspiria de Dario Argento, aujourd'hui, la toute dernière restauration, opérée d'ailleurs par Dario Argento et son directeur photo, en fait ne correspond plus du tout au film d'origine. Au niveau de l'étalonnage des couleurs, il a tout changé.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des couleurs très pétantes, ce qui était le cas quand même, hein, ça pétait pas mal. Mais là, aujourd'hui, c'est encore plus. Presque, il y a presque un côté acide, presque des couleurs acidulées, comme ça. C'est plus du tout le Suspiria de l'époque. Et ça, c'est les réalisateurs qui interviennent sur leur propre film, ce que j'ai toujours trouvé problématique. Ce qui est une grande question, en fait, quand, pareil, d'un point de vue de cinémathèque, c'est-à-dire que nous, on reste attachés, enfin, on est attaché à toutes les versions et les différentes versions, mais on est attaché aussi à la version originelle. Et le problème, c'est quand les cinéastes retouchent en fait sur les restaurations, viennent rajouter des trucs ci, de là, ou vont travailler le son, parce qu'à l'époque ils pouvaient pas faire tel type de son, et là du coup là ils vont sur la restauration, ils vont retravailler à partir des bandes, mais ils vont retravailler le son, etc. Alors c'est bien, mais pour nous c'est un problème, c'est-à-dire qu'il nous faut aussi la version telle qu'elle a été exploitée à l'époque. C'est hyper important, quoi. C'est-à-dire qui est la Director's Cut, mais qui est la version exploitée, parce que ça fait partie aussi de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le film il a été exploité sous une forme, et le public à l'époque l'a vu sous cette forme, et donc quand on veut aussi présenter un film, c'est essayer aussi de rappeler comment le film a été montré à l'époque, et voilà, il pouvait être perçu comme on peut le percevoir aujourd'hui. Mais ce qui n'empêche pas qu'on ne va pas leur jeter la pierre. Là où c'est plus problématique, c'est quand du coup ils interdisent de montrer la version originale ou originelle, parce que maintenant c'est le Director's Cut. Par exemple, Apocalypse Now de Coppola, tu peux plus montrer que le Redux. Et tu peux pas montrer la version, tu n'as plus le droit, les ayants droit en fait, dans les salles. bloquent les projections, tu peux pas montrer le film tel qu'il a été présenté à Cannes. Alors parce que du coup j'ai commencé par la Redux que j'ai pas beaucoup aimé. Par contre j'ai vu ensuite celle de 79. Et alors là par contre j'ai adoré. C'est le problème. L'Exorciste c'est pareil. L'Exorciste c'est pareil. Tu peux plus montrer ce qui a été vu en salle à l'époque. Tu peux le voir chez toi. Hein, oui, bien sûr. Mais non, après c'est en projection publique quoi. C'est plus. Je vais conclure même s'il y a d'autres questions qui viennent, mais bon là on est sur 1h22 à peu près. Ah oui, peut-être je pense qu'on va être sur 1h20 en coupant 2-3 passages. Bon, merci beaucoup pour cet entretien passionnant, parce qu'on a pu aborder en profondeur. En plus ça faisait vraiment un moment, Franck, on en avait parlé, ça faisait un moment que je voulais vraiment vous avoir, donc là vous avoir tous les deux c'est super. Et voilà, comme ça même pour nous ça permet de faire une transition entre 2 épisodes sur le cinéma plein air. Et quand même juste pour rappeler, parce que bon, elle est pas là, mais il y a aussi Julie, non, parce qu'on est 3, et il y a quand même aussi une fille, parce que j'ai l'impression que c'est toujours les 2 barbus, mais voilà, il y a quand même qui n'était pas disponible, sinon elle aurait été elle est en télétravail, voilà là, sinon bien sûr qu'elle aurait été avec nous, et voilà. Bon, merci beaucoup, je remercie aussi Clarisse de cette rencontre et la Cinémathèque, et on a hâte en tout cas de cette prochaine année qui arrive, cette prochaine saison, et de voir ce que vous nous prévoyez. Merci beaucoup. Merci.